Écoutez, enchanté et bienvenue à cette session sur l'exploitation des données spatiales. Pourquoi on est là? C'est parce qu'il y a à peu près 100 terabits de data par jour qui sont collectés par les satellites d'observation de la Terre. Et 100 terabits, c'est à peu près 200 000 heures de vidéos en haute définition sur Netflix par jour collectées par ces satellites. En parallèle, on a par exemple la NGA, qui est la National Geospatial Agency aux US, qui nous dit qu'elle traite 1 pétabit, donc c'est 1000 terabits de data par jour. C'est à peu près l'équivalent de 20 millions d'armoires de stockage en termes de données. Donc on est quand même dans une période de déluge de data, de déluge de données qui viennent de l'espace. Et ça ne va pas s'arrêter, parce qu'on a non seulement à peu près aujourd'hui 40 boîtes commerciales d'observation de la Terre, on a une cinquantaine qui sont en développement, et on évalue qu'il y aura entre 500 et 1000 satellites d'observation de la Terre lancés dans les 5 à 10 prochaines années. Donc on est dans une logique de déluge de data, et c'est pour ça que nos 6 intervenants aujourd'hui sont absolument cruciaux, et le travail qu'ils font est crucial pour s'assurer qu'on décrypte, qu'on démêle, et qu'on puisse analyser ces données au service des gouvernements, des armées et des industries. Donc on est très heureux de les accueillir. Vincent, tu veux dire un mot ? Alors, en 2 mots, donc si présentateur, effectivement, on s'excuse pour la personne de TomTom qui n'a pas pu venir. Donc alors que c'était on parlait de données, c'est des données qui existent depuis plus de 20 ans, le fameux GPS. Donc quand on parle de données satellites, c'est souvent le GPS, donc cette personne ne sera pas là. Mais on va démarrer donc rapidement avec SpaceSense, d'accord. Sami Jacobi qui va nous présenter donc sa thématique. Et donc nous allons ensuite enchaîner les différentes présentations, suivies de questions par la suite. Et pour ne pas oublier, il y a un cocktail à 19h, voilà, j'ai été mandaté pour faire ça. Un cocktail à 19h, donc restez jusqu'au bout. Et ensuite, la ville et Denis Larguero, maire de Meudon, vous invitera à un cocktail à l'endroit où les étudiants ont travaillé lors du hackathon. Voilà. Sami, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais aller là-bas pour présenter, pour pouvoir passer mes slides. Donc, je me présente, je suis Sami Jacobi, cofondateur de SpaceSense. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt de l'IA et de l'imagerie satellite au service des enjeux de la durabilité environnementale. Donc, vous avez déjà entendu un petit peu parler de ce sujet aujourd'hui, notamment avec la présentation de ce matin. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller se concentrer sur 1 ou 2 cas d'usage bien spécifiques qui utilisent du coup ces 2 technologies de l'imagerie satellite et de l'IA, et comment est-ce que ça peut être utile aujourd'hui, que ce soit pour des gouvernements, des entreprises privées et des associations. Mais je vais commencer par une petite présentation de ce qu'est SpaceSense. Donc, c'est une start-up française qui est spécialisée dans la combinaison d'observation de la Terre et d'IA. On a été créé en 2020 à Paris, on a une 12aine de personnes, on a été lancé à Polytechnique et aujourd'hui on a bien évidemment des liens avec le CNES et l'ESA. Et nous, notre positionnement aujourd'hui, c'est vraiment Geospatial AI for Sustainability. Donc en gros, on va essayer d'apporter des solutions géospatiales pour l'agriculture et l'environnement principalement. Et on va utiliser nos compétences et notre infrastructure pour pouvoir aider nos clients à gérer des problématiques autour justement de des questions environnementales, de compliance ou de compétitivité et de réduction des prix. Donc voilà pour la petite présentation de SpaceSense. Et le problème dont on va parler aujourd'hui, c'est le problème d'occupation des sols. En anglais, comme vous pouvez voir ici, qui est Land Use et Land Cover. Donc l'occupation des sols, pour reprendre une définition que j'ai trouvée en ligne, c'est l'identification des types de surfaces visibles à partir d'imagerie satellite ou d'aérienne et leur interprétation et classification dans des fonctions socio-économiques. Donc derrière cette phrase un petit peu compliquée, ce que je veux dire, et ce que vous pouvez voir d'ailleurs sur les images de droite, c'est en fait des cartes qui vont nous permettre de diviser la Terre en différentes classifications. Donc ça peut être de la forêt, de la route, de l'eau, de l'urbain léger, de l'urbain concentré, de l'industriel. Et en fait, toutes ces informations, elles vont pouvoir nous permettre de faire pas mal de choses.
Bien évidemment, c'est extrêmement utile pour les gouvernements et les communautés d'agglomération qui vont vouloir avoir un meilleur contrôle sur leur développement d'urbanisme, pour essayer de comprendre un petit peu quelles sont les zones dans lesquelles ils doivent faire des efforts. Aujourd'hui, par exemple, sur les grandes villes, il y a les sujets d'îlots de chaleur qui sont assez importants. Et pour tout ça, on a besoin d'avoir ce genre de carte. On peut faire du suivi d'artificialisation des sols. On va pouvoir également suivre certains types d'écosystèmes. Si vous avez forcément entendu parler à chaque fois de l'Amazonie qui rétrécit d'un certain nombre de kilomètres chaque année. Ça, c'est mesuré au travers de cartes d'utilisation des sols et aussi la détection de certains environnements spécifiques qui peuvent être des environnements naturels ou humains et qui vont être utiles dans plein de cas d'usage différents. Les utilisateurs vont être du coup des gouvernements ou des institutions publiques, comme je l'avais évoqué, mais ça peut aussi être des entreprises d'ingénierie environnementale qui vont en avoir besoin pour faire des études d'impact, que ce soit avant ou après des constructions, pour voir un petit peu le suivi et l'évolution d'une certaine construction sur son environnement. Des responsables de ressources naturelles qui vont vouloir pouvoir faire du suivi en direct de leurs ressources qui sont généralement étalées sur différentes régions, voire différents pays, et bien évidemment des ONG qui vont pouvoir utiliser ça pour mesurer l'impact de leurs actions. Et en fait, une des difficultés auxquelles ces différents acteurs font face aujourd'hui, c'est que cette donnée, elle va être... ils n'ont jamais tous besoin d'exactement la même donnée. Certains vont avoir besoin de résolutions différentes, c'est-à-dire qu'une ville qui veut avoir une carte de sa communauté d'agglomération va avoir besoin d'une information très précise à 30 cm, 50 cm d'image, et là je parle d'image satellite, alors qu'une ONG qui va vouloir mesurer une forêt qui s'étend sur plusieurs pays au centre de l'Afrique va juste avoir besoin d'une information tous les 10 mètres. Ils ne vont pas aussi avoir les mêmes temporalités. Il y a certains usages qui ont besoin d'avoir des informations très fréquentes avec des updates régulières, alors que pour d'autres, on va être sur des suivis d'environnement naturel qui évoluent assez lentement, où une information annuelle est largement suffisante. Et aussi, il va y avoir des différents niveaux d'information, ce qu'on appelle des classes, qui vont être demandés. Par exemple, je prends un exemple français. Aujourd'hui, il y a une carte qui est publiée par l'IGN au niveau national qui va avoir une classe spécifique pour la forêt. Mais il y a certaines régions qui vont avoir besoin de plus de subtilité que ça pour pouvoir mesurer la différence entre des forêts de pins, des forêts de feuillus ou alors des mangroves et qui vont du coup avoir besoin de créer des nouvelles solutions. Et en fait, c'est ça le problème auquel ces entreprises font face aujourd'hui. Je vous donne un exemple avec laquelle on travaille, Davy, qui est une entreprise d'ingénierie environnementale aux États-Unis qui fait des études d'impact. S'ils veulent faire de l'analyse de forêt en Floride, ça ne va pas du tout être la même forêt qu'en Amérique du Nord, dans l'État de Washington par exemple. Et donc du coup, les solutions et les modèles qu'ils ont pour ça ne vont pas fonctionner. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous, on va essayer de résoudre avec en fait, la création d'une plateforme de création d'occupation des sols qui est personnalisée. Donc en fait, on va pouvoir permettre de proposer des modèles d'occupation des sols pré-entraînés, disponibles dans différentes régions du monde. Et soit ils vont pouvoir les utiliser telles qu'elles sont, ou alors ils vont pouvoir réentraîner ces modèles-là avec leurs propres données ou leurs propres justement besoins que j'avais évoqués à la slide d'avant, au travers d'un processus qu'on appelle du transfer learning, qui va permettre d'utiliser très peu de données locales et d'utiliser la puissance de gros modèles déjà existants que nous avons développés pour qu'ils puissent en fait très rapidement créer des nouvelles solutions qui sont complètement uniques pour leur cas d'usage et pour leur endroit d'intérêt. Si j'avance, donc nous, notre objectif, c'est comme le slogan de notre entreprise, c'est démocratiser l'utilisation d'imagerie satellite. Donc, comme vous pouvez le voir, on a fait en sorte que ce soit accessible à des non-experts, qui sont aujourd'hui des utilisateurs finaux, de minimiser le volume de données qui est nécessaire et d'automatiser tout le processus complexe d'acquisition de la donnée satellite, d'entraînement des modèles de machine learning. Et on a tout géré sur nos propres serveurs, de sorte à ce qu'ils aient juste à récupérer l'information finale. Et donc, avec ça, si on reprend le cas d'usage de Davy que je vous ai présenté juste avant, on leur a fait économiser 20% de leur temps
par projet, ce qui représente environ 15 000 € et qui fait qu'ils peuvent faire beaucoup plus de projets plus rapidement. Donc voilà, c'était juste un problème que je voulais vous présenter autour de l'imagerie satellite et de l'IA, enfin que ces deux technologies arrivent à résoudre. Mais évidemment, il y en a plein d'autres, des sujets autour de l'agriculture de précision, comme Kermap va présenter un peu après, du suivi de gaz à effet de serre, de l'optimisation de ressources. Et je dirais en conclusion que nous, en tout cas chez SpaceSense, on est très excités pour ce qui va arriver dans les années suivantes. Il y a de nouvelles constellations qui vont être lancées, qui vont nous donner accès à plus de données, qui vont nous permettre d'identifier de nouvelles choses. Et on est convaincu que l'imagerie satellite et la combinaison de l'IA et son justement gros volume de données qui va arriver, ça va être du coup une des technologies cruciales du XXIe siècle. Il y a plein je pense, de limitations ou de sujets qui sont encore à régler, mais je pense que ça va justement être une parfaite question pour le débat qui va suivre. Voilà, je vous remercie. Merci Samy. Nous accueillons maintenant Rosario Ruiloba d'Unseen Labs qui va nous parler de data maritime. Voilà. Bonjour. Je vais atteindre les planches. Merci pour votre invitation pour participer à cette table ronde. Merci beaucoup Vincent. Je suis Rosa Ruiloba de la société Unseen Labs. Je suis la directrice du développement d'affaires chez Unseen Labs. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille en observation de la Terre, en imagerie avant. Donc je comprends bien la problématique qui a été présentée précédemment. Unseen Labs fournit un service de surveillance maritime et nous détectons et géolocalisons les navires en mer. Je vais vous parler un peu de notre société. Elle a été créée en 2015 à Rennes par deux frères qui travaillaient déjà dans le spatial et qui sont experts en traitement du signal, en analyse des données de radiofréquence. Et c'est vraiment l'expertise de notre société. Et c'est sur cette base que nous avons développé un service de surveillance maritime. Donc la particularité de notre technologie, c'est qu'avec un seul satellite, on est capable de géolocaliser et de détecter d'abord et de géolocaliser les bateaux en mer. Il y a d'autres technologies différentes qui utilisent la triangulation pour géolocaliser les bateaux. Nous, on le fait avec un seul satellite. Aujourd'hui, nous avons 9 satellites en orbite. 2 nouveaux satellites vont être lancés cet automne. Et c'est en utilisant cette constellation et les données qui sont acquises par nos satellites que nous fournissons ensuite un service à nos clients. La technologie dont nous disposons nous permet de repérer les bateaux dans n'importe quelle condition, et en particulier les bateaux qui n'ont pas d'AIS, les bateaux qui, pour diverses raisons, ils ont décidé d'éteindre l'AIS, qui est un système d'identification et de localisation obligatoire pour la plupart des bateaux. Et donc, lorsqu'un bateau n'a pas d'AIS, son AIS étant, il est susceptible de procéder à des activités illégales ou des activités non déclarées en mer. Aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de systèmes de surveillance maritime en terre, sur la terre, mais aussi en mer, la surveillance maritime reste un challenge et c'est crucial de pouvoir disposer des moyens de surveillance efficaces. Malgré tous les systèmes en place, 80% du temps, la localisation des bateaux n'est pas connue ou mal connue. Et ça a un impact très important pour des multiples use cases ou situations, en particulier pour la pêche illégale. Il y a 15-20% des captures actuelles qui proviennent de la pêche illégale. Également, les effets de la piraterie ont un impact très important en termes financiers. Évidemment, la pollution. Aujourd'hui, seulement 1% des responsables de la pollution marine sont poursuivis.
Et évidemment, il y a également le trafic des marchandises. 90% des marchandises sont transportées en mer aujourd'hui. Donc, savoir où sont les bateaux a énormément d'importance pour nos clients, que ce soit des entités privées ou publiques, que ce soit les assureurs, que ce soit l'environnement, pour surveiller des zones protégées. Donc, comment fonctionne notre service? Comme la plupart des services basés sur l'observation de la Terre, nos clients vont sélectionner une zone d'intérêt, une zone qu'ils veulent surveiller. Nous, on va programmer notre constellation de satellites pour acquérir des données sur cette zone-là. Ensuite, les données vont descendre sur les stations au sol. On va les traiter dans nos locaux à Rennes. Et ensuite, les produits finaux vont être transférés à nos clients. Nos produits sont vraiment très simples. Il y a différents niveaux de produits, évidemment, mais sont des produits qui sont en termes de volume. On parlait des volumes de données tout à l'heure en imagerie. Les volumes sont très, très importants. En radiofréquence, les données sont beaucoup plus réduites. Le volume de données est beaucoup plus réduit. On va détecter à partir des signaux reçus par nos satellites, on va détecter les bateaux, on va les géolocaliser, on va fournir à nos clients la position de ces bateaux, quelques paramètres techniques. On a une très très bonne précision, on est autour d'1 kilomètre en termes de précision de localisation. Les données sont aussi très facilement interprétables, enfin pas les données, mais les produits qu'on livre. Ils sont très facilement intégrables dans les systèmes de prise de décision de nos clients et ils peuvent très facilement les combiner à d'autres sources d'informations, d'observation de la Terre. Les données sont vraiment complémentaires. Il n'y a pas aujourd'hui une solution unique qui répond à tous les besoins de tous les utilisateurs. Et une caractéristique qui est vraiment très importante, c'est que à partir des informations qu'on arrive à extraire des données acquises par nos satellites, on peut extraire une signature unique qui par la suite va nous permettre de suivre nos bateaux en mer. Comme je vous disais, c'est évident que notre donnée peut être utilisée et être complémentaire à d'autres. Elle a une force particulière en termes de couverture au sol. On couvre des zones très, très, très larges, donc ce qui permet de focaliser l'attention et les ressources complémentaires sur une zone où on sait qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a des bateaux, par exemple, qui n'ont pas l'AIS activé. Ça, c'est un élément très important, mais également le fait que notre donnée n'est pas falsifiable. L'AIS, certainement, beaucoup d'entre vous le savent, peut être modifiée. Et donc, l'émission qu'on va recevoir donne une identification qui est fausse et une géolocalisation qui est fausse. Notre mesure est non falsifiable. Ensuite, comme je vous disais, il y a un atout de nos produits et la couverture au sol. Lorsqu'on va utiliser l'imagerie optique, par exemple, on va avoir besoin, ou du SAR, on va avoir besoin d'une très bonne résolution spatiale pour pouvoir repérer les bateaux en mer et éviter les fausses alarmes. Et donc, lorsque la résolution est importante, classique, la couverture est plus réduite. Donc nous, on n'a pas cette limitation-là. On a des zones de couverture qui font 500 km par 500 km. Donc, on peut lever une alarme lorsqu'on détecte une activité suspecte sur une zone et ensuite pouvoir l'imager avec des capteurs dotés avec des satellites qui sont dotés des capteurs d'imagerie. Quelques exemples. Comme je vous disais, les applications sont très larges. On peut surveiller, par exemple, des zones où se trouvent des câbles sous-marins qui sont essentiels. C'est des éléments qui sont stratégiques aujourd'hui en termes de souveraineté, en termes de fonctionnement de notre société. On peut surveiller, par exemple, des zones où se trouvent ces câbles-là au large de l'Irlande. C'est l'arrivée des câbles de communication en Europe, la communication avec les États-Unis. On repère, si vous regardez l'image à droite, les points blancs sont des points où il y a une corrélation de nos données avec les données AIS. Et les points rouges sont des bateaux, ça représente des bateaux
pour lesquels l'unique identification possible est faite en utilisant les radiofréquences. Donc, comme on voit, il y a beaucoup de bateaux qui essayent de ne pas être repérés pour des raisons... en tout cas, c'est des bateaux qui sont suspects et qui peuvent permettre d'expliquer des dommages accidentels ou pas sur ces câbles de télécommunications stratégiques. Nos données sont également utilisées pour la pêche illégale et les bateaux ne sont pas autorisés à pêcher sur certaines zones, donc en particulier des zones économiques exclusives. Et comme on voit sur la vidéo, on peut, à un moment donné, le premier jour, lorsqu'on fait un suivi sur une zone, on va repérer un bateau qui a l'AIS allumé, donc a priori aucun problème. Pendant un certain nombre d'heures, on ne repère plus ce bateau, il est disparu des radars, mais nos satellites nous permettent de le détecter. On va voir qu'il apparaît en fait sur la zone économique indienne, alors qu'il ne devrait pas pêcher sur cette zone-là. Et le lendemain, on va le repérer, il va à nouveau allumer son AIS. On le repère toujours via la radiofréquence. Et un autre bateau avec un tonnage bien supérieur va s'approcher. Donc on suspecte une pêche illégale et un transfert de captures vers un autre bateau. Mais il y a encore d'autres usages. On sait qu'au niveau de la mer de Chine, il y a beaucoup de bateaux qui ne communiquent pas sa position et qui ne s'identifient pas. Et le seul moyen de savoir qu'il y a une activité sur la zone non déclarée est d'utiliser nos données. Donc c'est vraiment des données qui sont révolutionnaires par rapport à l'existant et qui ont une contribution essentielle. Notre fonctionnement, il est très simple. Nos clients vont sélectionner les zones d'intérêt. Ils vont nous demander un certain nombre de revisites par jour en fonction de l'application. On va établir un contrat. On travaille souvent sous forme d'abonnement, un peu comme la téléphonie. Ensuite, nous allons acquérir, nous allons tasker nos satellites. Les données vont descendre au sol. Ça va être géré par notre service de production qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour chaque zone surveillée, pour chaque acquisition, on va fournir les coordonnées des navires et quelques paramètres techniques. Et ensuite, on va pouvoir fournir des produits à plus haute valeur ajoutée en fonction de la demande du client. On va pouvoir fusionner avec d'autres sources d'informations complémentaires, de l'imagerie par exemple, du VMS, si notre client dispose de ce type de données. Et in fine, on peut fournir également des rapports avec des comportements, de ce qu'on appelle des patterns of life, parce qu'on dispose également d'un département d'analystes formés souvent des anciens de la Marine nationale. Et nos clients également, c'est comme nos applications sont très larges. On travaille évidemment avec les compagnies des pêches qui sont très sensibles à la pêche illégale, avec les organismes qui travaillent sur les actions de l'État en mer pour protéger les intérêts nationaux, avec les assureurs qui veulent connaître quel est le déplacement de bateaux qui contiennent des marchandises qui sont assurées, avec des armateurs, avec les sociétés de production d'énergie qui disposent de plateformes offshore. Donc effectivement, il y a besoin de les surveiller. Bien sûr, sur l'intelligence économique et évidemment, pour l'environnement, on contribue à poursuivre les pollueurs. Et pour finir, juste un petit rappel de ce que je viens de vous expliquer, les forces des données et du service qu'on fournit à nos clients. On est capable de détecter et de surveiller les océans dans toutes les conditions, des jours, des nuits, dans n'importe quelle condition météorologique.
la solution est très efficace parce que permet de focaliser l'attention sur les zones où il y a des activités suspectes et pouvoir envoyer d'autres moyens qui sont très chers et qui ne permettent pas de surveiller les zones de façon continue. Les données sont très faciles à interpréter et légères. La technologie que je vous ai présentée, elle est monosatellite. Évidemment, on a une constellation de satellites, mais avec un seul satellite, on peut surveiller une zone. La signature électronique, électromagnétique qui va nous permettre d'identifier un bateau et de le suivre. Le taux de détection qui est très très bon. Le retour qu'on a de nos clients est vraiment excellent. On détecte jusqu'à 97% des bateaux sur la zone surveillée. On a une couverture très très large. Et surtout, on capture une donnée qui est infalsifiable. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Et nous sommes à votre disposition. Merci. Merci Rosario pour cette présentation très intéressante. Personne suivante, Alexandre Viennot, de Kermap, données satellites au service de la régénération des sols. Bonjour à tous, enchanté. Donc en effet, moi je vais vous parler régénération des sols. Donc en fait, on part d'un constat que fait la Commission européenne, c'est que 60 à 70% des sols européens sont aujourd'hui en mauvaise santé. Et donc pour ça, il y a une solution qui existe et dont on parle de plus en plus, c'est l'agriculture régénératrice. Alors qu'est-ce qu'on met dedans ? C'est un petit peu ça qui est parfois qui peut donner plusieurs interprétations, mais on peut parler de diversification des rotations, de réduction du labour, d'infrastructures agroécologiques, donc ça peut être les haies, les mares, tous les points d'eau, et de couverture végétale tout au long de l'année, et notamment des intercultures. Et donc moi, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque les intercultures, ça permet, en fait, le couvert végétal va permettre au niveau de l'eau moins d'érosion pluviale, donc d'empêcher le lessivage des sols et une meilleure rétention de l'eau, en fait. De la même manière, ça va permettre d'apporter de la matière organique au sol et de diminuer aussi diminuer le nombre d'intrants chimiques, un stockage carbone qui va être plus important. Et puis c'est favorable à la biodiversité également. On pense aux insectes, tout ce qui peut y avoir, tout ce qui peut concerner la biodiversité. Donc nous, c'est de ça dont on va parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière l'agriculture régénératrice, celui qui va la mettre en place, c'est l'agriculteur. Donc il peut l'avoir mis en place depuis longtemps par lui-même, mais sinon c'est vrai que il y a des leviers, il y a des besoins économiques derrière assez importants. Donc ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de programmes incitatifs pour les agriculteurs. C'est-à-dire que ce ne soit pas eux tout seuls qui doivent mettre ça en place, mais en fait on voit que ce soit le secteur public ou le secteur privé, eh bien, des acteurs avancer dans ce sens-là et proposer des programmes incitatifs. Donc on pourra parler un petit peu des clients qui ont commencé là-dedans avec nous, mais on voit du côté des secteurs privés, ça va être des primes filières, des acteurs comme des Nestlé, Danone, McCain, Mondelez qui ont déjà des programmes depuis plusieurs années pour inciter à ça. Et puis dans le secteur public aussi via des PSE, donc des paiements pour services environnementaux. Et donc voilà, là c'est quelques articles qui montrent un petit peu de l'actualité. Donc nous là-dedans, Kermap, ça va permettre d'apporter finalement une donnée objective à tout ça. Puisque derrière, qui dit prime filière, paiement pour services environnementaux, eh ben, l'acteur il veut derrière être sûr que c'est bien mis en place à l'autre bout de la chaîne. Donc c'est là où Kermap intervient. C'est avec deux besoins, l'objectivité de la donnée et la scalabilité, c'est-à-dire le fait de vraiment pouvoir le faire de façon automatisée derrière sur de grands territoires. Donc pour ça, en fait, on va suivre les parcelles agricoles. Et donc ce qu'on va regarder, c'est l'identification des cultures. On va pouvoir mettre des alertes à partir du moment où on estime qu'un sol est nu. On va pouvoir aller voir la parcelle au niveau intraparcellaire. Et ce qu'on va mesurer aussi, qu'on nous demande, ça va être la durée de couverture du sol, en fait. Donc qui va comprendre à la fois la culture principale, un blé par exemple, mais aussi un couvert intermédiaire qui va pas forcément toujours avoir de débouchés économiques, parfois qui va juste être laissé par l'agriculteur, mais qui va protéger le sol par tout ce qu'il peut apporter naturellement au sol en fait. Donc derrière,
Voilà, nous, ce qu'on va aller regarder, en fait, ça s'appelle un indice NDVI. Et vous voyez, c'est un petit peu les exemples qu'on a mis là. Qu'est-ce qu'un sol nu et qu'est-ce qu'un sol couvert? Donc ça, on va regarder ensemble. On va se servir de cet indice NDVI pour aller mesurer tout ça. Et derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va regarder une série temporelle. On va vraiment regarder cet indice NDVI tout au long de l'année avec d'autres sources. Et voilà un petit peu ce que ça peut donner au niveau des images. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acteur qu'on a en face, nous, il ne nous demande pas les images. Il nous demande vraiment des indicateurs derrière. Donc notamment, par exemple, un nombre de jours à la fin qu'on va pouvoir lui fournir. Comment ça se passe? Donc on va vraiment utiliser les séries temporelles, les données spectrales. Et puis, on va les confronter avec des données terrain. C'est ça qui est très très important. C'est que pour valider un modèle, il nous faut des données terrain. Et c'est ça sur lesquelles on est fier chez Carmap de pouvoir vraiment aller sortir un indicateur et dire ok, celui-là, il est vérifié, il est validé. Et évidemment, après, nos clients peuvent continuer à nous aider à travailler en tant que... C'est eux qui ont des équipes d'agronomes et c'est eux les experts là-dessus. Les sujets sur lesquels on travaille également et qui sont très demandés de la part du milieu agro-industriel, c'est la biomasse. Donc vraiment estimer ce couvert finalement, combien il va peser, qu'est-ce qu'il va représenter. Ça c'est très important pour la partie stockage carbone. Donc c'est très demandé. Là il nous faut encore quelques données terrain, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Et puis je vous en parlais tout à l'heure, les infrastructures agroécologiques. Là, c'est très important, notamment pour les acteurs de l'eau, pour la protection de la ressource, pour éviter en fait que notamment certains pesticides se retrouvent dans l'eau que vous pouvez boire au robinet. Eh bien, les haies ont une importance primordiale. On en parle beaucoup. Il y a énormément d'arrachage de haies. Il y a aussi beaucoup de programmes d'incitation à replanter des haies. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut suivre et qui sont importantes aussi pour tout ce qui est biodiversité en général, ce qu'on va appeler des corridors de biodiversité, que les animaux puissent se déplacer. Et ce qui est important, vous l'avez vu en bas, c'est vraiment ce retour avec le terrain. À chaque fois, faire une corrélation avec le terrain pour valider les modèles. Un petit peu comme Syllab en parlait tout à l'heure, ce qui est important, c'est comment on va apporter cette donnée à notre client, puisque notre client, finalement, j'ai envie de dire, s'il pouvait avoir les données sans le satellite, il le ferait. C'est vraiment, nous, on est un moyen et pas forcément une fin. Et donc, du coup, l'important, c'est de lui apporter quelque chose de scalable, d'opérationnel et de facile d'accès. Et donc, c'est pour ça, nous, on crée des plateformes, mais parfois, on se branche ce qu'on appelle en API, donc directement dans l'OAD d'une coopérative, d'un agro-industriel, parce que nos données, il va venir les coupler de la même façon que Syllab avec 3 ou 4 autres indicateurs, ce qui va lui permettre de dire, OK, là, on peut verser une prime filière, par exemple. On n'a pas la prétention d'être tout le programme, on n'est qu'une petite partie en termes de télédétection. Voilà, donc ça c'est pour vous donner quelques exemples de cas où on a pu vraiment industrialiser. Les exemples, on va avoir du côté des agro-industriels, des programmes chez Nestlé, McCain, qui travaillent avec la fondation Earthworm et pour qui on va fournir les indicateurs à l'exploitation. L'objectif de Nestlé McCain, ça va être de rentrer de plus en plus d'agriculteurs dans leur programme, de les inciter grâce à ces primes et ensuite de les faire durer sur le temps. Surtout, c'est ça qui est important, c'est la durée des programmes. C'est-à-dire qu'un agriculteur, s'il change ses pratiques, il souhaite vraiment que ce soit avoir une visibilité sur 4-5 ans minimum pour savoir si ça vaut le coup d'investir parce que derrière, il y a à la fois de la formation, mais du nouveau matériel aussi, des nouvelles semences, peut-être plein de choses comme ça. Et puis vous voyez, il y a des acteurs, ce qui est intéressant, c'est que récemment, on vient de démarrer avec une coopérative qui s'appelle Vivesia, autour de Reims, et qui a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, OK, c'est nous qui allons finalement proposer ce type de programme aux agro-industriels, à nos clients, et qui a déjà commencé du coup à faire entrer 3 clients dans ce programme et qui en cherche encore davantage, puisque c'est le client au final qui va payer la filière. Donc c'est très intéressant de voir que les coopératives peuvent eux-mêmes changer la donne et inciter dans l'autre sens. Et puis vous voyez, un acteur comme Eau de Paris, c'est intéressant aussi, puisque là on est vraiment sur la protection de la ressource en eau. Si vous habitez Meudon et pas loin, si vous habitez Paris, c'est vraiment votre eau du robinet. Et donc là, ce qu'ils vont aller regarder, c'est vraiment alors là, au lieu de regarder si un sol est couvert, ils vont regarder si le sol n'est pas nu. C'est ça qui est très important pour eux, notamment sur les parcelles en pente, pour être sûr que l'eau ne ruisselle pas jusqu'au cours d'eau et puis derrière finissent au niveau des aires de captage certains pesticides dans l'eau directement. Donc voilà un petit peu tous les acteurs qui peuvent travailler dessus.
Notre société, c'est Kermap, donc, et on est basé à Rennes également. Et on est une vingtaine. Voilà, ravi d'échanger avec vous. On a un petit stand là-bas. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Grâce à Kermap, on pourra mieux manger plus sobre, en respectant effectivement la ressource. Grégoire Berry, du groupe Serco, qui va nous parler de données spatiales et autres sources, enjeux de leur utilisation combinée. Bonjour, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent Serco. Alors ce n'est pas une start-up, ça fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est une société qui travaille dans la défense, en justice, en immigration, dans la santé, et qui a aussi une activité dans le domaine spatial, avec 1300 personnes en Europe, qui travaillent avec l'Agence spatiale européenne depuis sa création, maintenant le CNES, l'Agence spatiale italienne et le DLR. Et nos activités dans le domaine spatial sont de 3 ordres, 4 même. On fait du SSA-SST, on fournit des experts à l'Agence spatiale européenne, on opère des satellites pour le compte de Metsat, et puis on gère aussi de la donnée. Et c'est en ça que voilà, nous avons gagné une expérience dans la gestion de la donnée depuis un lustre maintenant. Et donc la donnée satellite associée à d'autres formes, en fait on se rend compte aujourd'hui que les problématiques que les gouvernements ont à résoudre sont extraordinairement complexes. L'explosion de la population, l'accroissement de l'urbanisation. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population qui vit dans des villes, qui génèrent plus de 80% du PIB mondial. D'ici 2030, il y a plus d'1 million de kilomètres carrés de villes qui vont être construits. Et on voit que si on rajoute à ça les événements météorologiques extrêmes et l'évolution du climat, que chaque événement a un impact très important à la fois sur les populations et sur l'économie. Et il y a un vrai enjeu à mettre en place des politiques, à comprendre comment les décisions des hommes ont un impact et avoir les moyens de modéliser et de prévoir ces évolutions. Et donc, aujourd'hui, on est en train de passer du big data, qui a été un des gros sujets dans les dernières années, au big value. La plupart de la donnée qui vient de l'espace n'est pas traitée ou n'est pas utilisée. Alors, on a plein de startups qui commencent à l'utiliser et à la rendre compréhensible et utile pour chacun d'entre nous. Pendant très longtemps, elle est restée dans un domaine scientifique. Et maintenant, grâce à ça, grâce au GPS, grâce à l'observation de la Terre, depuis Spot, énormément de choses se sont passées. On est à une phase où cette donnée est vraiment utile à chacun d'entre nous. Vous avez regardé la météo sur votre téléphone portable, vous êtes venu avec votre GPS, vous avez passé un coup de téléphone à l'autre bout de la Terre, vous avez utilisé à un moment ou à un autre de la donnée spatiale, de la communication spatiale, donc c'est vraiment un élément qui est partout. En fait, l'enjeu maintenant, c'est d'avoir des outils pour être capable de prendre des actions sur des simulations basées sur des données réelles et des données réelles vérifiées. Alors c'est le projet de Destination Terre, je traduis en temps réel, qui a été lancé par la Commission européenne dans le cadre du Green Deal. Je n'ai pas trouvé de traduction satisfaisante pour ça, et dans le cadre de l'Europe numérique également. Et qui a pour l'objectif de faire un jumeau numérique de la Terre pour être capable à la fois de suivre l'évolution du climat, de voir l'impact des actions de l'homme sur la Terre et d'être capable de prédire et de donner des outils aux décideurs pour anticiper les événements météorologiques et climatiques à venir. Alors ce projet est assez ambitieux puisqu'en 2030, on veut avoir un jumeau numérique complet de la Terre. Le projet a été lancé l'année dernière. Serco a été en charge, a gagné le contrat cette année pour déployer cette plateforme avec ses partenaires. Et dès juin 2024, les premiers jumeaux numériques seront disponibles sur cette plateforme sur 2 thématiques, les événements météorologiques extrêmes et l'adaptation au changement du climat. Et entre 2024 et 2030, différents jumeaux numériques seront ajoutés
comme certains sur les océans, sur la Terre, sur l'atmosphère, de façon à ce qu'en 2030, on ait la représentation la plus réelle de la Terre de façon numérique. Et cette représentation numérique sera comparée aux événements passés, donc les modèles qui sont testés sont comparés avec les éléments passés pour s'assurer qu'ils sont bien en mesure d'être précis dans leurs prévisions à venir. Alors cette plateforme, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a 3 partenaires, l'ECMWF dont on a déjà parlé ce matin, qui va apporter son expertise dans le modeling et dans la prévision. EUMETSAT qui a l'habitude de gérer des données et qui a un historique de données. Alors juste en termes de volume de données, les 40 dernières années de météo représentent à peu près 10 pétabytes de données. Aujourd'hui, sur la plateforme que nous opérons, nous avons déjà 65 pétabytes de données. Donc vous voyez, en termes de volume de données et de volume à traiter, c'est absolument immense. On estime à peu près que l'ensemble des données qui sont déjà disponibles pour cette plateforme tourne autour de 150 pétabytes de données. Donc une des caractéristiques de cette plateforme, c'est la diversité des données qui vont y être amenées, à la fois des données d'observation de la Terre, des données de pollution atmosphérique, des services qui existent déjà dans le cadre du programme Copernicus, mais aussi des données socio-économiques via Eurostat pour permettre d'anticiper aussi l'évolution des données physiques, des données humaines et qui permettront d'ajuster le modèle à la réalité des évolutions. Les utilisateurs, donc le dernier point qui est cette plateforme, l'Agence spatiale européenne en a la responsabilité et l'idée est d'avoir sur cette plateforme un certain nombre de services qui facilitent l'utilisation de cette donnée. Souvent, la donnée, on ne sait pas où elle est, comment l'utiliser, et donc il va y avoir des services de visualisation en 2D, 3D ou 4D, des environnements de développement, des environnements de collaboration entre les différents acteurs, des outils d'intelligence artificielle, de machine learning, de la puissance de calcul élevée, l'accès à la donnée avec comme principe d'être capable de traiter la donnée sur la plateforme et d'éviter d'avoir à la downloader pour la traiter et vraiment de créer un environnement de travail qui facilite la collaboration. Le tout dans un cloud européen opéré par OVH Cloud et puis entièrement sécurisé pour s'assurer que les données ne sont pas corrompues. Voilà, donc ce programme Ambition de la Commission européenne a vraiment pour objectif de donner aux décideurs des outils pour prendre les bonnes décisions et adapter l'humanité à un environnement qui est en train d'évoluer et d'être capable de modéliser, de faire des tests. En écoutant Kermab, je pensais qu'on serait capable à l'avenir de voir l'impact de ces nouvelles techniques de couverture permanente des sols dans le cycle de l'eau. On pourrait faire des prévisions sur les 20 prochaines années pour voir dans quelle mesure ça impacte le niveau des nappes phréatiques, la réduction de la pollution, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses à faire sur cette plateforme. Et aussi, un des autres objectifs, c'est d'avoir un environnement de collaboration qui soit le plus efficace possible. Programme ambitieux, mais ô combien nécessaire. Merci, Grégoire. Nous passons maintenant à Sylvain Petiot. d'AXA Climate, acquisition, exploitation des données satellites pour business, assurance et conseil. Alors bonjour, donc, je m'appelle Sylvain Petiot, je suis lead data scientist et data engineering au sein d'AXA Climate. Donc AXA, c'est pas une start-up non plus, mais AXA Climate, c'est une start-up, puisque c'est une filiale du groupe AXA qui a été créée il y a 4 ans sur la base d'un nouveau type de produit d'assurance, que je vais expliciter par la suite.
Alors, le lien entre la donnée satellite et un assureur, il n'est pas forcément évident, mais il existe pourtant. Et une nouvelle comme celle-ci, donc il y a quelques semaines, la NASA a publié plusieurs articles expliquant que les satellites Aqua et Terra de la constellation MODIS ne seraient plus opérés à partir de 2025. En fait, c'est une très mauvaise nouvelle pour un assureur comme AXA Climate et pour tous les assureurs qui développent des produits d'assurance paramétriques. Donc c'est ce nouveau produit d'assurance, le produit d'assurance paramétrique, qui n'est pas un produit d'assurance classique au sens de l'assurance traditionnelle, qui peut utiliser de la donnée satellite. Alors, un contrat d'assurance paramétrique, c'est un contrat qui se base sur un index et non plus sur un dégât. C'est-à-dire qu'on va construire un index qui corrèle au mieux aux dégâts historiques observés chez notre client. Et au moment où un sinistre survient, on va regarder la valeur de notre index. Et si l'index, en fonction du contrat, si on est au-dessus de cet index ou en dessous, etc., il va y avoir un paiement qui est fait à notre client. Donc pour construire cet index et pour corréler au mieux cet index qui peut provenir de données satellites, qui peut être de la donnée de température, de précipitation, etc., chez AXA Climate, on aime bien les historiques. Puisqu'on a besoin de regarder des historiques de données, regarder ce qui s'est passé sur les 20, 30, 40 dernières années pour corréler au mieux cet index avec les dégâts du client. Et donc c'est pour ça que MODIS, la constellation MODIS qui va s'arrêter en 2025 et qui aura fourni 25 ans de données, en fait c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'on ne pourra plus utiliser MODIS pour construire des produits d'assurance paramétrique. Alors, quels sont les produits d'assurance paramétrique qui utilisent de la donnée satellite ? Chez AXA Climate, un des produits phares, c'est le feu de forêt. Donc là, vous avez un exemple d'image satellite qui est prise en dessous du bassin d'Arcachon. Donc il y a eu des feux en dessous du bassin d'Arcachon, si vous avez suivi l'an dernier, en juillet. Et donc la dune du Pilat que vous voyez en haut à gauche, vous voyez l'avant après le feu. On crée du coup à partir de la donnée satellite, on arrive à créer à partir de données satellites un indice qu'on appelle le NBR et qui est matérialisé par le graphique du bas, qui va permettre de détecter justement les zones brûlées et surtout leur intensité. Et donc à partir de ces données, on construit une police d'assurance et en fonction de la superficie brûlée, de l'intensité brûlée, il va y avoir un paiement qui peut être fait. L'avantage de la donnée satellite, c'est qu'elle est quasiment immédiate et donc le paiement en fait se fait en quelques jours. On n'est pas en quelques heures, mais en quelques jours. Donc c'est un des principaux avantages de ces contrats d'assurance paramétrique. Et ça c'est un exemple, mais c'est pas quelque chose de conceptuel, puisque si vous avez suivi ce qui s'est passé au Chili au début d'année, il y a eu des feux catastrophiques. Et malheureusement, on avait un client au Chili dont vous voyez les parcelles forestières en bleu sur la carte à droite, et en rouge et jaune les feux qui ont été observés a posteriori. Donc là, c'est 200 millions de dollars de pertes pour notre client et donc de primes remboursées à l'issue. Donc c'est pas quelque chose de conceptuel, c'est quelque chose qui vit aujourd'hui chez AXA Climate et qui, quand il le faut, fait usage. Donc on a parlé des feux de forêt, mais là où on a également beaucoup de produits d'assurance paramétrique, c'est en agriculture. Et notamment, un produit récent qui a été développé, c'est ce qu'on appelle la garantie émergence, où là, toujours pareil, sur la base d'un indice satellite, on va essayer de corréler cet indice avec l'émergence des cultures. C'est-à-dire qu'on va avoir des agriculteurs qui vont prendre des contrats d'assurance pour s'assurer que leurs sacs de semis vont bien lever dans les conditions de température et de précipitation adéquates. Et si ce n'est pas le cas, ils seront remboursés en conséquence. Et donc pour ça, on utilise un indice qui est somme toute assez classique quand il s'agit d'agriculture, c'est le NDVI, et qui est disponible également quasiment immédiatement.
On aurait pu utiliser d'autres indices, et juste pour vous illustrer un petit peu la complexité de corréler un indice avec les dégâts causés par le passé, c'est que des indices, on peut en créer des dizaines à partir de la donnée satellite. Donc là, vous avez la même zone géographique, mais représentée à travers 8 indices satellites différents provenant de la même constellation satellite. Et on aurait pu en créer également d'autres. Donc toute la difficulté consiste à choisir le bon indice et la bonne manière de l'agréger pour corréler au mieux aux pertes historiques de nos clients. Et enfin, donc, comme je disais, AXA Climate est né sur la base d'une idée d'un nouveau type de produit d'assurance, l'assurance paramétrique. Avec le temps, d'autres activités ont émergé au sein d'AXA Climate, notamment des activités de conseil. Et on commence également dans ces activités de conseil à utiliser de la donnée satellite, donc notamment sur les problématiques d'îlots de chaleur. Donc là, bon, c'est juste un exemple sur de la métropole de Lille observée, où la température de surface a été observée le 17 juin 2022 à gauche. Et bon, si vous regardez la carte de droite qui représente un indice de végétation, bon, globalement, la température est la plus faible là où c'est végétalisé. C'est pas une nouvelle très surprenante, mais on commence à partir de ces données-là à les introduire dans des prestations de conseil pour accompagner des municipalités, des industriels, des coopératives également sur les sujets liés au changement climatique, d'où le nom d'AXA Climate. Voilà pour moi. Merci Sylvain. Et nous accueillons maintenant Marc-Antoine de Préligence, donnier du spatial vers un continuum public-privé. Ça démarre par une vidéo. On m'avait dit que j'avais le choix entre un PowerPoint et une vidéo. Je ne sais vraiment pas faire les PowerPoint. En revanche, il y a quelqu'un à côté de moi au bureau qui fait très bien les vidéos. Donc, on va essayer de vous présenter une vidéo. Je vois que probablement, ça ne devrait pas gêner mon général ou le colonel qui ont l'habitude dans l'armée de l'air de présenter des petites vidéos. Oui, donc comme vous l'avez vu, ça change un petit peu d'environnement. Comme l'indiquait monsieur lors de sa présentation initiale, donc Préligence fait de l'intelligence artificielle sur la base de données satellites, principalement optiques, mais aussi on se développe sur le SAR. Mais en fait, l'un des enjeux de la donnée et de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on nous on a appelé le mur de la donnée. Et en effet, le patron de la NGA, donc l'agence spatiale américaine, indiquait qu'ils étaient en mesure de recevoir approximativement 1 million d'images par jour.
un ordre de grandeur, quand les premiers satellites d'observation ont été lancés, je crois qu'entre 1960 et 1972, le total d'images était aux alentours de 860 000. Donc on voit bien le changement d'échelle au cours des dernières années qui amène à une chose. S'il y a 30 ans, on était plutôt en pénurie de données et en pénurie d'informations, aujourd'hui, la profusion de données nous empêche d'obtenir les bonnes informations. Et c'est en ça que la conviction chez Préligence est aussi, je pense, dans beaucoup de sociétés, parce qu'on fait un peu la même chose que vous dans un secteur militaire, mais en fait, c'est toujours sur cette même idée que, en fait, demain, le discernement, la première couche de discernement sera apportée par l'intelligence artificielle. Parce que le temps de cerveau humain et le nombre d'humains en capacité d'être affectés à cette tâche n'est pas suffisant. L'ordre de grandeur, toujours le patron de la NGA indiquait que s'il ne traitait ces images qu'avec des hommes, il aurait besoin de 8 millions de personnes pour traiter la totalité des données. Donc on voit bien qu'on en est bien loin. J'avais pas initialement pensé présenter Préligence, mais plutôt le sujet de l'innovation. Mais en quelques mots, Préligence, c'est une start-up française initialement, créée sur un défi de la DRM afin d'identifier un véhicule sur une image satellite. Créée en 2016, 4-5 personnes, et aujourd'hui, nous sommes une grosse start-up ou une encore petite scale-up, puisque nous sommes à peu près 260 avec une équipe de 160 ingénieurs de la data pour l'Europe. Donc la plus grosse équipe de data scientists en Europe, mais spécialisée dans un premier temps sur le secteur de la défense et du renseignement. Alors après, avec quelques applications, vous avez vu les images détruites, des bâtiments détruits sont plutôt des images suite à des tremblements de terre. Donc pour revenir à ce que je vous disais, l'intelligence artificielle qui traite les données en elle-même est assez agnostique. Et nous, on a développé une expertise en matière de défense, mais cette même expertise est mise au profit de la sécurité civile en cas de tremblement de terre, puisque l'une des solutions qui vous a été montrée est grâce à l'intelligence artificielle, sur la base d'une image satellite, en moins de 10 minutes, arriver à faire une cartographie de l'ensemble des bâtiments, savoir s'ils sont en bon état ou s'ils sont détruits, la largeur des routes pour savoir si on peut faire passer des secours ou pas. Donc ce que nous avons développé comme expertise au service de la défense est tout à fait transposable au service du civil. Voilà. Notre spécialité, c'est sur la base d'images satellites de détecter des mobiles, alors qu'ils soient des bateaux, des avions. Alors on ne les détecte pas en l'air, hein, puisque voilà, les revoyures ne sont pas suffisantes, les revisites, pardon. Donc des bateaux, des avions, des véhicules blindés, afin de permettre aux armées d'avoir la meilleure vision tactique. Ce qui a profondément changé avec l'image satellitaire, c'est que si au moment de la Première Guerre mondiale, on essayait de voir quelle était la ligne de front pour savoir où était son ennemi, l'enjeu de l'aviation de reconnaissance était de voir un peu derrière les lignes ennemies et éventuellement derrière la colline. Là, l'objectif de l'image satellitaire, c'est d'assurer une forme de transparence du terrain. Alors, il y a des possibilités de camouflage, mais c'est la recherche, transparence du terrain, afin d'anticiper le mouvement ennemi. Et notre conviction, c'est que la capacité d'intelligence artificielle et donc de traiter ces volumes énormes de données sera aussi demain, bon, on l'espère pour notre pays et pour l'Europe, une forme de dissuasion vis-à-vis des ennemis potentiels. Parce que l'ennemi potentiel qui a en tête que vous avez une vision totalement transparente de son mouvement vous donne une force énorme pour anticiper ces mouvements et les contrer. Mais l'objectif ce soir, presque dans cet après-midi de l'intervention était peut-être de parler de l'expérience de l'innovation. Et en fait, une première chose qui est rassurante, c'est que si l'Europe a raté la première révolution un peu, qui est la révolution numérique, hein, on n'a pas de GAFAM, on n'a pas de BATX, en revanche, il est encore temps de ne pas rater
je l'appelle pas révolution parce que pour moi, l'intelligence artificielle, en fait, est la fille de la révolution numérique. Ça amènera des révolutions ponctuelles, mais c'est pas un changement, à mon avis, tellement structurel. En revanche, il est encore temps pour l'Europe, en matière d'intelligence artificielle, de ne pas être à la traîne. Je pense que l'Europe et la France ont compris et essayent de stimuler l'innovation. Je crois que lors d'une table ronde ce matin était question des financements. En fait, les startups ont besoin de quoi? Ont besoin d'amorces, ont besoin de financement, mais l'un des sujets, c'est celui de la commande publique. Et en fait, comment faire en sorte que la startup arrive à trouver son marché? C'est bien les premières années, mais après, si une entreprise veut vivre, il faut qu'elle trouve son marché. Or, le problème de l'innovation, c'est que le marché, il n'est pas prédéfini. Le marché, il est en construction. Et donc, la question est de savoir, est-ce que la puissance publique est en capacité d'accompagner ces startups et d'accompagner l'émergence du marché. Et un petit exemple qui m'avait frappé, en 2015, je ne sais pas si vous avez en tête, mais il y avait un début de polémique. La DGSI, donc la Direction Générale de Sécurité Intérieure, avait passé un contrat majeur avec une société américaine, la société Palantir. Et elle avait, je crois, plutôt bien fait, puisque personne en France n'était, à ce moment-là, en 2015, capable de proposer un tel produit qui agglomérait les données et qui traitait les données en gros volume. En revanche, la question qui se posait, c'est pourquoi Palantir n'était pas français. On a parmi les meilleures écoles d'ingénieurs en France, on a des gros volumes de données traitables, et pourtant, on n'a pas été capable de créer l'entreprise Palantir. Et je pense que voilà, ça pourrait être un des sujets de cette table ronde, c'est en fait comment associer commande publique et code des marchés publics et innovation. Ce qu'ont réussi à faire les Américains avec Palantir, c'est co-créer. Alors oui, il y a des fonds de la CIA, ces choses-là, mais ça aussi on sait faire. Pas la CIA, mais Defenvest ou d'autres fonds. Mais c'est arriver à co-créer une entreprise. L'État accepte de prendre des risques et accepte de co-construire un projet. En France, les mondes sont particulièrement séparés. C'est-à-dire que pour ne pas pouvoir être accusé d'une forme de compromission, le public prédéfinit des normes et les entreprises doivent y répondre. Or, dans l'innovation, la norme et la règle, la spécification ne peut pas être prédéfinie. Donc voilà, un ensemble de sujets qu'on pourrait aborder sur la table ronde. Merci. Merci beaucoup. On avait quelques questions à revenir, donc merci pour toutes ces présentations-là. Et on voulait vous poser à chacun d'entre vous quelques petites questions, plus ou moins. La première question s'adressait plutôt à Sami Yacoubi, concernant effectivement cette présentation sur les enjeux de durabilité environnementale. Quelles sont les contraintes et limitations de la donnée satellitaire pour la durabilité environnementale, justement ? Ouais, en effet, c'est un point qui est important. Et justement, ça a été évoqué un petit peu dans la présentation de Sylvain sur AXA, c'est la continuité des données qui en effet qui est un critère extrêmement important, où sur les sujets environnementaux, on a besoin justement d'avoir ces séries temporelles qui sont très longues, qui sont très fiables. Et aujourd'hui, justement, c'est pas encore toujours le cas. Alors, c'est de mieux en mieux, justement. On a des programmes européens au niveau de l'ESA qui font qu'on a de plus en plus de données avec des objectifs aussi de pérennité. Mais il y a encore pas mal de difficultés aussi pour pouvoir combiner ça avec d'autres sources de données. Dans le sens où aujourd'hui, nous on utilise majoritairement de l'imagerie satellite, mais on a besoin en fait d'avoir de la donnée terrain pour pouvoir être sûr que les modèles d'IA qu'on crée sont valables et qu'on n'est pas en train en fait d'inventer quelque chose qui n'a pas de réalité terrain. Et ça aujourd'hui c'est encore un petit peu difficile à trouver, particulièrement sur les sujets environnementaux. On va avoir certaines zones où c'est plutôt bien, et d'ailleurs on est très chanceux en France à vrai dire, puisqu'on a un système de données publiques qui est absolument fantastique, mais dès qu'on va voir chez certains de nos voisins
en Europe, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et dans d'autres régions du monde, c'est encore... Enfin, il y a quasiment rien. Et donc, je pense qu'un des gros défis pour pouvoir faire en sorte que justement ce mur de données qu'on a puisse être exploité à son plein potentiel, c'est de s'assurer qu'on a aussi les moyens d'aller capter des informations terrain qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir créer les algorithmes et les modèles qui vont pouvoir faire cette interprétation. Parce que si on n'a pas cette base d'informations terrain qui nous permet d'entraîner ces modèles, aujourd'hui on n'est pas capable de pouvoir créer de nouvelles choses, ou beaucoup plus difficilement, en tout cas avec de l'IA. Je ne sais pas si... Juste pour confirmer et donner un exemple de ce que vous venez de dire, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est surtout un jeu de données énorme et qualifié. C'est ensuite un code, voilà, et de la puissance de calcul, en gros, pour faire simple. Pour vous donner un exemple, chez Préligence, pour arriver à des scores de détection supérieurs ou égal à 95%, on a été obligé d'avoir un jeu de données de 28 millions de données. C'est-à-dire qu'on a des annotateurs qui prennent une image satellite et qui disent « ça, c'est un Sukhoi 37, ça, c'est tel ou tel véhicule ». Et en fait, c'est grâce à ce jeu de données très qualifié, et seulement grâce à un jeu de données très qualifié, qu'on arrive à avoir des algorithmes très performants. Voilà. Pardon, si je peux réagir sur ça, il y a l'aspect IA, machine learning et tagging, et il y a l'aspect qualité des données. Mais il y a aussi l'aspect fusion des données. Rosario, vous l'avez évoqué, et Marc aussi, et Samy aussi, sur, bon, il y a de l'optique, il y a du SAR, il y a de l'ARF, il y a de l'hyperspectral, il y a de la télémétrie, il y a que sais-je. Et le multi-int, et on en parlait avec Grégoire aussi, c'est un peu le saint Graal que tout le monde essaie d'avoir aujourd'hui. Je pense que Serco veut en faire, Préligence veut en faire, Unseen Labs peut en faire, peut-être que Samy, vous voulez en faire aussi. Comment ça se passe, enfin, comment vous voyez les choses? Et ça s'adresse à qui veut prendre la question, parce que tout le monde veut faire du multi-int, mais personne n'y arrive vraiment aujourd'hui. Oui, c'est peut-être le Saint Graal, mais en fait, c'est pas si facile. C'est même plutôt très, très compliqué. L'avantage de l'image optique, c'est qu'on peut en acquérir pour les annoter et faire un jeu de données. Il y en a beaucoup et elles sont pas chères. En revanche, de l'image SAR, il y en a peu. Les annotations sont beaucoup plus difficiles et elles sont chères. Donc, quand vous êtes sur un jeu de données de 28 millions de jeux de données, le coût pour entraîner vos algos et arriver à des bonnes définitions devient en effet très très cher. Après, il y a les autres aussi, par exemple la full motion vidéo. En fait, c'est des algorithmes appliqués sur la vidéo et donc sur les drones. Et c'est pas si simple de traiter tous ces jeux de données. Mais évidemment, l'un des objets, c'est l'agglomération pour pouvoir en multicouche, pouvoir confirmer, infirmer et améliorer la donnée. Et tout ça, je pense, l'élément important qui peut quand même rassurer, hein, l'intelligence artificielle fait peur, mais chez nous, on la conçoit comme un outil de base. En fait, elle ne remplace pas l'homme. C'est juste qu'il n'y a pas assez d'hommes, et c'est juste une alerte vers l'homme, vers le vrai analyste, vers, nous on fait du renseignement, vers l'expert en renseignement, où on va lui dire « attention, il y a une détection de changement, porte ton attention et ton intelligence humaine sur ce point-là ». Et je pense qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas forcément... Il y a un malentendu au départ avec l'utilisation du terme intelligence. C'est une grosse puissance de calcul, une grosse puissance d'analyse, mais ça ne se substitue pas à la vraie intelligence qui, pour moi, est humaine, parce qu'elle intègre tellement de jeux de données et qui sont extérieurs, l'histoire, la géopolitique... Oui, alors je voulais juste clarifier un point là-dessus. On parle de fusion des données, mais ce n'est pas la fusion des données qu'on cherche vraiment, mais la fusion d'informations. Ça fait des années qu'on a essayé de faire de la fusion optique et radar, ça ne marche pas, c'est pas possible. Enfin, ça donne des résultats qui ne sont pas forcément exploitables, mais on cherche à fusionner des informations, fusionner des informations extraites des images, l'intelligence signal, le SIGINT ou le renseignement d'origine électromagnétique que nous on peut apporter. L'intelligence artificielle peut apporter des choses parce qu'on est capable à l'intelligence artificielle de fusionner des informations de types très divers. Mais l'humain, il a un rôle clé.
On a vraiment un rôle clé, et notamment sur la prise de décision, même dans le civil, ça a beaucoup d'importance, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. L'intelligence artificielle est un outil puissant, certes, mais comme pour les données, comme pour les informations, ça ne suffit pas. Ce n'est pas quelque chose d'absolu qui apporte la solution ultime. Non, pas d'autres réponses. Moi, j'avais une réflexion par rapport à ce que j'ai entendu aussi. Il y a effectivement des terras ou des pétas de données qui sont collectés, qui doivent être traités, qui doivent être stockés, qui doivent être analysés et qui ensuite qui doivent être mises à disposition de l'utilisateur final. On en a parlé dans différentes... et est-ce que chacun d'entre vous, donc certaines comme Kermap et d'autres, travaillent sur la user-friendliness de cette donnée-là pour qu'elle puisse être utilisée par des collectivités, par des entreprises privées? Et comment vous arrivez à vous préparer à tout ça? Donc, est-ce que ça veut dire que vous avez également déjà des clients qui vous font des demandes customisées, qu'à chaque fois vous allez devoir adapter ce set de données-là à vos clients finaux, entre guillemets, voilà, qui peuvent être des villes, des collectivités, des comités de communes, des forces d'intervention éventuellement, entre le temps réel, quand ça peut être du warning, effectivement, un incendie qui se déclare, ou du temps différé à quotidien, ou hebdomadaire, ou annuel, par exemple, comme les feux de forêt ou autres. Voilà, comment vous préparez aussi à accompagner vos clients, même si vous l'avez dit, effectivement, peut-être le répéter. Oui, effectivement, quand on discute avec nos clients, on voit qu'il y a parfois une ignorance de l'existence de la donnée même. C'est-à-dire que tout le cycle de la donnée, de sa réception, de son traitement, de son stockage, sa mise à disposition, tout ça c'est une chaîne qui fonctionne bien. Mais ensuite on voit que il y a une méconnaissance de l'existence de la donnée. Je prends un exemple, la FEMA aux États-Unis qui gère les catastrophes naturelles, qui est une agence fédérale qui fait ça. Quand il y a des inondations, elle envoie des observateurs sur le terrain. En Europe, on utilise le satellite, les satellites les sentinelles, les satellites optiques, pour déterminer assez facilement et voir l'étendue des dégâts. On peut faire de la surveillance d'infrastructures avec du SAR et concentrer les moyens sur les ponts qui ont bougé réellement ou les barrages qui bougent. Et en fait, peu de gens imaginent à la DRIR qu'au lieu d'envoyer une 4L orange, on peut utiliser le satellite pour faire ça. Donc en fait, c'est en train de venir, et c'est grâce à toutes les solutions qui sont proposées par les startups, toute cette innovation qui est au sein de la startup, qu'on voit que la donnée satellite est insérée avec d'autres données pour arriver à un service, je pense à Kermap aussi, qui est intégré avec une solution in fine. Donc nous on voit au sein de Serco qu'on a besoin de bien comprendre les besoins des clients pour ensuite aller chercher auprès des startups ou des sociétés plus importantes de quoi construire une solution intégrée et la proposer aux clients. Et qui est une solution qui souvent intègre de la donnée spatiale. Je confirme, chez Kermap, on a ce qu'on va appeler des produits sur étagère. Mais en fait, finalement, à chaque fois qu'un client nous aborde, il veut le voir de façon un petit peu différente. Donc c'est vrai que c'est pas facile toujours d'avoir... voilà, on fait ça et on vous le livre comme ça. En fait, à chaque fois, le client, on en a parlé un petit peu de la multiplicité des acteurs, qu'on soit du côté de l'agro-industriel, de la coopérative, de l'acteur public. Il va vouloir voir la donnée d'une façon un petit peu différente. Et donc, la première étape, c'est de comprendre comment il veut voir la donnée, sous quelle forme, pourquoi, évidemment. Et derrière nous, on est capable de la ressortir. Mais c'est vrai qu'il faut toujours aller comprendre ça d'abord. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vendre en mode bâtonnet, on fait ça et prenez-le aussi, quoi. Ça va être à chaque fois du spécifique. Oui, nous on a un petit changement stratégique en cours. Parce qu'en fait, ce que Préligence offrait, la spécificité de Préligence sont les algorithmes d'intelligence artificielle. Mais en effet, pour les vendre, on les a packagés dans un software qui permet, comme une plateforme d'information géographique, qui permet d'exploiter la donnée et d'exploiter cette intelligence artificielle. Après,
nous, on n'a pas beaucoup de clients, alors en nombre, mais on a des clients exigeants et on s'est rendu compte qu'il était pour certains préférable de pouvoir intégrer nos propres algorithmes d'intelligence artificielle dans leur plateforme. L'agent exploitant à la direction du renseignement militaire, il n'a pas envie d'avoir un 5e écran. Il en a déjà au moins 3. Il n'a pas envie d'en avoir un en plus. Et donc, une demande nouvelle. Là, dans la petite vidéo, on vous présentait 2 produits qui sont packagés, Robin et Xerus, qui sont assez spécifiques. Mais voilà, la nouvelle orientation, pour répondre à votre question de la société, c'est de proposer ces algorithmes dans des systèmes d'information géographique appartenant à d'autres. Par exemple, ArcGIS, qui est très connu, alors qu'ils sont plutôt des Américains. Mais voilà. Donc, c'est proposer notre expertise chez les autres aussi. Voilà. Merci. Si je peux ajouter quelque chose en lien avec la précédente question, c'est que l'IA aujourd'hui, c'est effectivement avant tout un outil qui bien souvent n'est absolument pas maîtrisé par les clients. Donc il y a avant tout un travail de vulgarisation. Et derrière, l'IA, c'est un outil et ce qui fait vraiment le lien, ça reste l'humain. C'est-à-dire que j'imagine chez Préligence, ok, vous avez un algo, mais derrière, il y a un humain qui vérifie et qui va servir la donnée. Avec une petite subtilité supplémentaire côté assurance, c'est que tout est contractualisé. Donc l'IA, c'est un outil, mais on ne peut jamais faire de l'IA trop compliqué non plus, parce que ça doit être contractualisé. Donc c'est un peu compliqué d'écrire dans un contrat, on a développé tel modèle, réseau de neurones, etc., pour faire tel indice, etc. Donc c'est beaucoup d'humain, beaucoup de vulgarisation et utiliser des choses qui sont sur étagère, mais adoptées pour nos clients. Voilà. Ouais, j'ai 2 questions, mais je vais commencer par la première qui est peut-être la moins provocatrice, mais peut-être plus pour Rosario et Marc. Vous avez évoqué Palantir et la dichotomie commande publique et marchés commerciaux sur ces marchés qui est effectivement compliqué. Bon, on a Palantir aux US, on a Anduril, ça dépend où on tire le trait, on a Hawkeye 360 sur votre marché. Comment on va les chercher concrètement en tant que champion européen, champion français? Comment on se différencie et est-ce qu'on est 100% dépendant de notre commande publique nationale? Alors, je commence. Comment on se différencie? En étant brillant, mais en tout cas en essayant d'être le plus innovant possible. Mais c'est sûr que ça ne suffit pas. Il faut de l'argent pour démarrer. Il faut avoir un premier client qui prend le risque de nous faire confiance, même si le service n'est pas parfait. Nous, on a été soutenus. On a été soutenus par l'État français. Et c'est un soutien qui a été vraiment de grandes valeurs pour nous. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que l'objectif d'une société privée, ce n'est pas, in fine, de vivre sur le dos du contribuable. Donc c'est un pied à l'étrier qui est absolument nécessaire. Les Américains l'ont bien compris, comme vous expliquiez, les financements sont énormes. On n'a pas un soutien équivalent en Europe. Mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas un but en soi. À un moment, il faut lâcher la main et il faut partir. Et il faut se lancer et c'est le but et c'est vers ça aussi qu'on est poussé au niveau... C'est intéressant parce que je pense que la réponse de Marc sera très différente, potentiellement. Non, pas trop différente. Nous, Préligence a été carrément au départ créé et porté par l'État français. Et là où je vous rejoins, c'est qu'en fait, la vraie façon pour faire la différence, c'est l'excellence et c'est la performance. Et ensuite, après, il y aura la question du marché international. Je vois pour Préligence, en fait, on ne fait pas grand-chose, mais comme on a des taux de performance très, très, très élevés, le département de la défense américain nous a passé un contrat aux alentours d'1 million. On en a un au Japon et un au sein de l'OTAN sur les choses sur lesquelles on excelle. Pour autant, ce n'est pas suffisant. Et comme vous le mentionniez, après, il y a la question du scale-up, du passage à l'échelle. Nous, on est sur une échelle intermédiaire. On est au milieu du gué, en fait. Voilà, on est 250.
les levées de fonds, la question des levées de fonds, et là, le public ne sait pas suivre à hauteur d'une levée de fonds de 200 millions ou 250 millions. Le public et Definvest, par exemple, vont très bien jusqu'à 40 millions, 50 millions, et ensuite, ou 20, ou entre, bon, on va dire jusqu'à 50. Et ensuite, on a beaucoup de mal en Europe à se financer sur cette prise de risque. Donc voilà, mais la première chose, c'est vraiment l'innovation et la performance, et ensuite le soutien. La commande publique, Préligence essaye aussi d'être moins dépendant de cette commande publique que française. Et après, avec nous, la petite difficulté, c'est que certains de nos algorithmes sont classés en matériel de guerre et on n'exporte pas. Et au-delà même de cette interdiction ou pas d'exportation, on ne souhaite pas vendre, et nos équipes internes et notre charte éthique interne ne souhaitent pas vendre à n'importe quels États, sachant que nos clients principaux sont les États pour l'instant ou d'autres industriels. Et peut-être, Vincent, je te laisse après, mais une deuxième question, peut-être tout aussi provocative. Chacun d'entre vous est en train de développer des algos et des compétences très spécifiques. Et peut-être, Grégoire, encore une fois, il y a une nouvelle plateforme de la Commission européenne. Combien de plateformes a-t-on besoin à la fin de la journée? C'est un peu provocateur, mais je comprends qu'il y a des use cases différents, je comprends qu'il y a des clients différents, et chacun d'entre vous avait évidemment des métiers, des compétences différentes, mais tu vois où je veux en venir, quelles sont vraiment les valeurs intrinsèques de développer des couches sur des couches sur des couches au bout d'un moment? Oui, on a parlé du mur de la donnée, je crois qu'il y a aussi le mur des plateformes. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de connecter toute cette connaissance. Et là, encore une fois, l'intelligence artificielle devrait nous aider. Un des enjeux sur la plateforme que j'ai présenté, c'est qu'à travers la connexion sur cette plateforme, on a accès, et c'est une des ambitions de l'ESA, à une sorte de Google de la donnée. C'est-à-dire qu'il va falloir répertorier toute cette donnée, les sociétés qui travaillent, les algorithmes qui existent, donc les outils, les données, être capable de créer des espaces de collaboration. Et je pense que c'est à travers ça qu'on arrivera à aller plus loin. Parce que sinon, on va continuer à empiler. Alors, il y a des aspects souveraineté. L'Australie veut sa plateforme, les États-Unis ont leur plateforme, le Moyen-Orient veut dans chacun des pays sa plateforme, mais au-delà de ça, il faut qu'on mette en place ces mécanismes de collaboration pour être sûr que la donnée est connue et partagée. Merci. J'avais une petite question sur l'accès à ces données aujourd'hui. Donc il y a des constellations de satellites qui ont été envoyées financées par des États, peut-être par des régions ou par des privés. Comment vous contractualisez, commercialement ou non, ou est-ce qu'il y a une espèce de bourse à la donnée, comme je crois que Météo France a ses propres données terrain, ses propres algorithmes, ses propres serveurs, mais également il y a une bourse mondiale de la météo. Donc comment ça ces données, donc ces vidéos par exemple, ou des données un peu plus sensibles, comment vous y accédez? Est-ce qu'il y a des modèles économiques derrière, ou est-ce qu'elles sont en open data entre guillemets? Et derrière, vous devez contractualiser avec des possibilités ou non d'autoriser certains États ou certaines régions à accéder à ces données-là ou pas. Alors, il y a un certain nombre de données qui sont gratuites. Tout le programme Sentinelle de la Commission, Copernicus de la Commission européenne, à travers ces satellites Sentinelle, sont des données qui sont gratuites. Pardon, mais elles sont gratuites pour tout le monde, pour les Européens? Pour tout le monde, pour le monde entier. C'est-à-dire que dans les utilisateurs, on a sur notre plateforme actuellement, pas celle que j'ai présentée, mais celle qu'on opère, qui s'appelle Onda actuellement, on a à peu près 700 000 utilisateurs qui sont répartis dans le monde. Il y a des Chinois, il y a des Australiens, il y a des Français, des Américains, même Google qui vient chercher la donnée là. On expose aussi de la donnée qui est payante, qui vient de Maxar, de Planète. Et dans ces cas-là, on a des accords commerciaux avec ces entreprises-là. Mais il y a vraiment deux types de données. Ces données un peu publiques qui sont financées par nos chers impôts, mais qui permettent aussi de commencer à travailler et à créer de la valeur, de l'information. On a beaucoup parlé aujourd'hui de passer de la donnée à de l'information.
Et en fait, cet investissement public permet d'amorcer la pompe, comme il l'a fait avec SpaceX, parce que SpaceX a quand même été largement, et est toujours largement financé par des financements publics. Voilà, donc l'Europe aussi met de l'argent sur la table pour permettre l'exploitation de ces données. Oui. Une précision, vous parlez de SpaceX, et j'avais oublié de dire tout à l'heure, en fait, il y a un modèle américain, puisqu'on évoquait à nouveau Palantir, qui est un modèle de dumping, en fait. Et c'est la même chose avec SpaceX. Comment ils gagnent les marchés mondiaux? C'est qu'ils acceptent de surpayer en interne la facture, c'est-à-dire que la commande publique américaine sur SpaceX a un coût au kilogramme envoyé très élevé, ce qui permet ensuite à SpaceX d'aller sur le marché mondial et de casser les prix. Et c'est un peu comme ça que la concurrence a été très très dure avec Ariane 5, même si le carnet de commandes était assez fourni, c'est justement en cassant les prix. Et en fait, c'est la stratégie de Palantir. Tout à l'heure, quand je me permettais de dire, en étant un peu provoque, pourquoi la DGSI avaient accepté Palantir. Premièrement, ils avaient une techno supérieure aux autres. Et deuxièmement, ils proposaient un tarif, mais totalement inaccessible. Alors maintenant, il y a de nouveaux opérateurs qui rentrent, Thales, Atos, et puis sur OTDH, le nom est dans la presse. Voilà, donc on arrive, mais c'est très dur de reconquérir le marché après un Américain. Pour revenir sur la donnée, nous, notre donnée, elle doit avoir un niveau de définition où en fait on est obligé d'acheter à chaque fois les données, puisque l'ensemble de nos algos ne fonctionne que sur de la résolution meilleure que 70 cm. Et donc là, on achète, on aspire les données chez Planète, Maxar, vous évoquez, qui sont les plus courants chez nous. Et donc on considère qu'on a une zone d'intérêt maintenant, et dès qu'une image Maxar, par exemple, a la bonne résolution, a le bon angle d'incidence, présente les caractéristiques suffisantes, et ben on l'achète automatiquement. Voilà, une image, c'est peut-être 5 000 € en fonction de la taille, de la définition. Voilà, 5 km sur 5 km en 70 cm. Moi, j'écoute tout ça parce que nous, pour l'instant, on travaille plutôt sur du Sentinel, mais on est en train du Landsat également. On est en train mettre du Landsat aussi. Et on a de plus en plus de demandes où ce serait intéressant d'avoir plus de précision. Notamment, on parlait, la parcelle, c'est bon, mais la haie, si on veut la suivre l'implantation, le suivi, la non-destruction, là, il va peut-être falloir d'autres images. Donc, on est très intéressé par les modèles économiques, si tu les connais bien. Voilà. J'ajouterai un petit point qui dévie peut-être un petit peu directement de la donnée en tant que telle, mais qui va être aussi sur le formatage de la donnée et les standards. Par exemple, alors nous on travaille beaucoup sur de la donnée gratuite, donc beaucoup de Copernicus, où là de base, si on veut récupérer une image, si on veut un champ quelque part en Bretagne, il va falloir télécharger une image qui fait 100 km par 100 km et avec 1 giga de données. C'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement consommateur de données et d'énergie. Et aujourd'hui, par exemple, nous, une des raisons pour lesquelles on va se fournir nos données, on va se fournir sur le cloud AWS pour des données européennes, c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, eux, ils ont adopté un certain format et standard de données qui va nous permettre de récupérer uniquement les morceaux dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important justement pour pouvoir mieux traiter ce mur de la donnée dont on parle. Voilà. Peut-être juste un élément chiffré on parlait de SpaceX et de son agressivité. Il y a encore quelques années, un lancement de satellite était autour de 40 millions avec SpaceX. Maintenant qu'Ariane 6 a des problèmes, que Mitsubishi a des problèmes, que Soyuz, on ne l'utilise plus trop, bizarrement, les lancements chez SpaceX sont passés à 70 millions. Voilà, donc il y a vraiment une façon, un business model qui est particulièrement agressif sur le marché international. Ok, donc ça veut dire que vous avez accès à des données qui sont opérées par des opérateurs américains, par exemple, ou chinois, de même manière qu'eux peuvent venir sur Sentinel ou sur Spot ou autre. Oui, absolument, payante. Oui, après, nous on a accès aussi à un autre type de données, mais là c'est dans le cadre d'un accord avec le gouvernement. En fait, nos algorithmes sont entraînés sur de la donnée commerciale. Et ensuite, certains algorithmes sont finalisés comme quand on affine un fromage, on affine un bon vin, sont affinés, on va dire,
avec de la donnée plus sensible, mais là qui répond à un cadre très strict de confidentialité, de conservation de la donnée, de traitement de la donnée. Voilà. Mais l'essentiel de notre activité et de l'entraînement de nos algorithmes, on va dire 98%, est sur de la donnée commerciale, mais une bonne partie payante, parce que quand on regarde l'amélioration de la qualité des données commerciales, en fait, de 70 cm, il y a 10 ans, c'était de la définition de niveau militaire ou de niveau souverain. Aujourd'hui, je crois que même, il y a peut-être une semaine, les Américains ont encore redégrafé, réamélioré l'autorisation de vente sur des données presque 30 cm, voilà, en tout cas, d'une qualité exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des variations de qualité de cette donnée-là dans la donnée? Est-ce qu'il y a des possibilités de brouillage, entre guillemets, on l'a vu quand il y avait des conflits, par exemple, et qui peuvent impacter directement ou indirectement vos traitements sur du temps réel ou au contraire du temps différé? Le meilleur brouillage, c'est les nuages. Quand on est en optique, il n'y a pas mieux qu'une grosse couche nuageuse. Et dans certains conflits actuels, le temps, c'est pas toujours qu'avoc, c'est pas toujours exceptionnel. Donc, en effet, il y a les nuages, mais c'est l'avantage du SAR. Et tout à l'heure, on parlait de la fusion des types de données multispectrales. C'est pouvoir basculer le SAR. Le radar, lui, est indifférent jour-nuit, est indifférent couche nuageuse ou pas. Donc, c'est de pouvoir coupler ça. Donc ça, il y a le camouflage naturel qui est le plus dur à dépasser. Et puis après, mais ça, c'est vieux comme la guerre. Il y a tous les camouflages des bateaux, voilà. Et la raison pour laquelle il faut des gros jeux de données pour entraîner les algos, c'est qu'il faut pouvoir repérer un tank dans la forêt. Alors, si la forêt est très fournie, c'est pas possible, mais il faut pouvoir rendre l'algorithme agnostique au milieu. C'est-à-dire que l'avion doit pouvoir être repéré sur un terrain vert, sur un aérodrome classique ou sous la neige. Voilà, ce genre de choses. Donc, mais il y a évidemment toujours ce jeu entre l'épée et le bouclier et entre la détection et le camouflage. Voilà, ça continuera et ça continue avec l'optique. Oui, je voulais compléter sur le besoin de données. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'Europe, nous avons fait un effort considérable. On a mis en place la constellation Copernicus qui fournit des données gratuites à la Terre entière. Et donc, c'est excellent de voir, pour avoir travaillé sur Sentinel-2, que maintenant, les données soient exploitées en Europe parce que les Américains ont utilisé énormément nos données, les données que nous avons payées, en fait. Et il ne faut pas oublier qu'on a aussi besoin d'une donnée souveraine. Et ce n'est pas dit qu'un Maxar, même si c'est des sociétés qui sont privées, qui ont des intérêts commerciaux, ils sont également des contraintes. Et il faut, je pense à ce sujet-là, il faut qu'on puisse en Europe avoir des données qu'on est capable de fournir nous-mêmes. Et je reviens à ce qu'on discutait tout à l'heure sur les lanceurs. Il y a beaucoup de traiteurs de données autour de moi, ou des fournisseurs de plateformes. Nous, on fournit de la donnée. Pour fournir de la donnée spatiale, il faut être dans l'espace, il nous faut des lanceurs. Et c'est vraiment un moyen dont il faut qu'on dispose. Et effectivement, il y a des problèmes de financement, mais est-ce que c'est un service qui doit être absolument rentable ? Comme une route, est-ce qu'elle doit être rentable? C'est une question ouverte. Oui. Vous mentionnez avec raison la question de la souveraineté, Maxar Planet. Voilà, je crois qu'il y a quelques jours, il y avait un article sur Elon Musk qui avait coupé l'accès à sa constellation aux Ukrainiens, puisque les Ukrainiens envisageaient une action ou en Crimée, donc qui est leur territoire, ou en territoire russe, et Elon Musk a pris peur et aurait coupé l'accès. Voilà. En tout cas, il semblerait qu'il ne s'en cache pas. Et on voit bien l'intérêt de la souveraineté. On peut compter sur le commercial, mais du jour au lendemain, il suffit d'une tension ou avec un acteur commercial ou avec un État pour que la décision soit prise de couper le flux de données. Et donc, il est indispensable, et c'est pour ça que je disais continuum public-privé, il est indispensable d'avoir
avoir du capteur souverain propriétaire et du capteur privé. Pourquoi le mix des deux et pas que du souverain? Parce que l'État est dans l'incapacité d'investir de tels volumes pour qu'on n'ait que du satellite étatique. Voilà. Il faut un bon mixte, mais quand la situation devient critique, il faut pouvoir se reposer sur du capteur souverain. Alors, on a du CO3D, on a du Pléiade, on a du Unseen Labs, on a du Préligence. Il nous manque quoi alors aujourd'hui en France? Alors, il nous manque un lanceur. D'après ma connaissance, on n'est pas super bon sur le radar, je crois. Voilà, sur le radar. Il n'y a personne d'Airbus dans la salle. Il nous manque des choses, mais ouais. En fait, on a déjà quand même, quand on regarde la loi de programmation militaire et le renouvellement de la composante CSO IRIS, c'est plutôt quand même pas mal par rapport à une grosse puissance moyenne que nous sommes, quoi. Voilà. On ne sera jamais les États-Unis en termes de capacité d'investissement, de risque et de perte. La raison pour laquelle les États-Unis sont très forts, c'est parce qu'ils acceptent d'investir beaucoup et de perdre de l'argent. Même les compagnies privées. Moi, je regardais les comptes de Google. Google, 34 milliards d'investissements en recherche et développement par an. Donc en fait, on aura beau vouloir faire des super clouds souverains européens, on a raison. Mais en fait, la puissance d'investissement, et Google, en fait, ils investissent et ils perdent. Ils investissent sur un projet, ils perdent 2 millions, c'est pas grave. Voilà. Donc, les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Et pour répondre, voilà, je réinsiste sur la réponse sur votre question. On est plutôt bien, voire très bien équipé pour notre niveau de puissance, quoi. Voilà. Après, la question, c'est celle de la place de l'Europe, de la mutualisation, voilà, de la place de l'ESA, et puis de la concurrence saine ou parfois moins saine avec l'autre pays européen, quoi. Et sur ce sujet, c'est plus une question pour vous, Marc-Antoine, mais quid de Helsing? C'est un concurrent, c'est un driver? S'il y avait une unicorn, une licorne Defense Tech, j'aurais parié sur vous avant Helsing, mais du coup c'est Helsing en premier. Mais... Helsing, donc compagnie allemande, qui a réussi à débaucher, à faire un super board en France et qui surtout vient de lever 200 millions, alors que le marché de l'investissement n'est pas exceptionnel. Donc ils arrivent à une valorisation à 1,5 milliard. Pour nous, on veille beaucoup et gros concurrents. L'avantage concurrentiel qu'on a et qui est énorme, c'est que, alors ça va faire un peu la retape, mais nous on a des choses qui fonctionnent et qui sont développées. En fait, Helsing, ils ont été très très forts sur les levées de fonds, sur un caractère agressif sur le marché. En revanche, on n'a encore jamais vu, leurs algos. Voilà. Et je pose la question à tout le monde. Si un jour vous avez vu les algos d'Helsing, en fait, moi je suis très intéressé de les voir. Je connais très bien. Très bien. Non, je ne suis pas data scientist, donc je ne connais pas aussi bien que d'autres, mais je connais bien ce qu'on fait. En revanche, Helsing, on ne sait pas du tout. En revanche, il y a des craintes à avoir parce qu'ils ont une puissance de feu financière, pas technologique aujourd'hui, mais ce qu'on disait avec le fondateur de Préligence. En fait, quand on a 200 millions en caisse, quand on a à son board des gens très bien, je ne citerai pas, des gens très bien, des gens intelligents, ces choses-là, qui ont une puissance de recrutement de très bons data scientists, si aujourd'hui ils ne savent pas faire grand-chose, dans 2 ans, ils ont des algos qui sont bons, quoi. Voilà. Donc, alors après, la petite distinction, Helsing essaye de jouer pour attaquer le marché français en disant « nous on fait que de l'IA embarquée », alors que Préligence fait de l'IA au sol. Mais en fait, c'est une fiction, c'est une illusion. Ça n'existe pas la différence parce qu'on peut avoir des algorithmes plus ou moins frugaux, mais en fait, l'intérêt en matière militaire, c'est d'avoir des systèmes où c'est les mêmes algos qui fonctionnent. En embarqué, il sera plus léger, il fera du tri. Voilà, il faut qu'il y ait une cohérence du système. Donc en fait, c'est de la tchatch commerciale pour dire non, nous ne sommes pas concurrents de l'acteur français. Voilà. Ouais, j'étais un peu cash. Normalement, ça c'est plutôt Chatham House, mais bon, voilà. On peut peut-être, comme c'est la fin de la journée, on va essayer de terminer dans les quelques minutes qui viennent. S'il y a quelques questions dans la salle, peut-être 2 ou 3 questions maximum. Merci. Voilà, surtout que les présentations, la fin, fait la transition avec la session de demain sur la souveraineté. Donc peut-être qu'il y a des questions. Merci à vous tous, c'était très intéressant.
Tout ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité finalement de vos modèles, de vos business, et puis voir que ça se rencontre pas mal. C'est aussi intéressant de voir comment la discussion arrive toujours finalement à retomber sur le problème des lanceurs. Mais c'est pas pour ça que je vais vous interroger. J'avais aussi une question assez compliquée sur la sécurité des données, mais vous y avez tous plus ou moins répondu sur les enjeux de la sécurité de la donnée dans le brouettage qu'il faut faire à droite à gauche et sur son traitement et sur la rapidité du traitement. Mais vous y avez un peu répondu. Et j'ai une autre question, elle vient d'être abordée à l'instant d'ailleurs, sur les enjeux du traitement à bord. Parce qu'on parle beaucoup effectivement de la création de la valeur à partir de la donnée créée dans l'espace. Les questions sur la sécurité de la donnée, d'ailleurs, que ça soit dans l'espace ou ailleurs, c'est pas important. Enfin, la question se pose de la même façon partout. Mais en revanche, dans l'espace, la question du traitement, de l'avantage de faire le traitement au sol ou à bord, me paraît relativement intéressant pour le futur, pour le développement de nouveaux services, pour l'efficacité générale, etc. Et puis comme vous avez justement des points de vue assez différents, je serais intéressé pour vous entendre tous sur ce point-là, si vous avez une idée à exprimer. Je veux bien commencer. J'ai travaillé par le passé sur des liens à bord en imagerie. Je pense que c'est quelque chose de très utile parce que ça peut permettre de cibler de programmer un autre capteur par la suite, de focaliser une activation d'un moyen supplémentaire par la suite. En ce qui concerne les activités dans Synlabs, je ne pense pas que ce soit un objectif à court terme pour nous, parce que récupérer la donnée brute, c'est essentiel. On améliore nos traitements, le processing vraiment très rapidement. Et donc, c'est intéressant de pouvoir tout récupérer. Ce qu'on perd quand on fait du processing à bord, l'avantage, c'est qu'on extrait l'information très vite. Mais après, ce qu'on descend au sol, c'est uniquement l'information. Donc, la localisation d'un bateau en mer ou je sais pas, ça peut être une carte d'occupation des sols rapide pour une intervention. Nous, vraiment, aujourd'hui, on souhaite descendre la totalité de la donnée parce qu'il y a beaucoup d'informations et qu'on ne veut rien perdre. Peut-être par la suite, lorsqu'on aura une constellation beaucoup plus large, qu'on pourra faire du systématique. Pour certains utilisateurs, ça sera urgent de descendre l'information des localisations. Et à ce moment-là, on sera peut-être prêt à perdre la donnée brute pour avoir ce traitement et cette information plus rapide au sol. Alors, ouais, si je peux me permettre, sur la question de la donnée embarquée ou pas et du pré-traitement, après ça dépend ce qu'on appelle embarqué. Nous, nos algos, ils peuvent déjà être embarqués sur un PC d'une certaine taille. En revanche, ils ne peuvent pas être embarqués sur un drone Parrot ou DJI, gros mot. Ils peuvent, voilà, le temps de process est trop lourd. En revanche, embarquer sur un avion, embarquer sur quelque chose de suffisamment lourd, c'est possible. Après, la question que vous posiez était en effet le traitement. Je pense qu'il y aura probablement des algos d'IA dans les satellites, quand les satellites seront en système de système, un pré-traitement pour trier ce qu'il est opportun de redescendre. Je ne pense pas qu'on y soit au niveau aujourd'hui, mais voilà, il peut y avoir un intérêt comme on est face au mur de la donnée, à ne redescendre que la donnée la plus pertinente avec un pré-traitement d'IA, peut-être même déjà sur le satellite, quoi. Oui, à partir du moment où on va avoir un taux de revisite qui est extrêmement court, en fait, il sera plus intéressant de voir les changements à un endroit et quand il y aura des systèmes, de limiter éventuellement les communications intrasatellitaires pour optimiser l'utilisation de la bande passante. Oui. Et après, ça rejoint aussi la problématique de la plateforme unique pour un client. C'est-à-dire que, en fait, si le use case est vraiment littéralement le même pour tout le monde, bah, du coup, ça va avoir un intérêt. Mais si ce n'est pas le cas, bah, en fait, on va à chaque fois redévelopper des petits post-traitements ou redévelopper l'algo dans son intégralité. Donc, c'est des questions aussi à se poser, quoi. Pour moi, c'est le même sujet. Et après, pour la sécurisation de la donnée, vous parliez pratiquement des meilleurs qui sont très forts, qui sont AWS, mais ça pose un problème. En fonction des cas d'usage, je vois, nous, pour notre exemple qui est
un peu spécifique et qui est au sein des armées, en fait, nos algos sont déployés sur les ordinateurs et on n'a pas accès à la donnée traitée par l'interprète image. C'est une condition. Les personnels de prédiligence n'ont pas à savoir ce que le client traite comme information. Donc c'est une implantation chez le client de la donnée, alors qu'un certain nombre de modèles dans le civil classique peut être plutôt en SaaS, voilà, ce qui est beaucoup plus simple. Et on aimerait, mais ça va être une discussion avec les armées, qui est une forme de cloud des armées dans lequel on puisse implanter nos algos dans le cloud des armées, donc tout à fait sécurisé, mais ils auraient comme ça en leur sein une souplesse supérieure.